Madame, mademoiselle, monsieur, à TVL, l'inquiétude grandit car, malgré votre générosité et votre fidélité, nous n'avons pas atteint notre objectif financier, celui qui assure la pérennité de la chaîne pour 2024. Vous le savez, pour défendre vos idées, nous ne disposons d'aucune aide ou subvention. TVL n'est assurément pas le quotidien d'ultra-gauche Libération. Je dis cela car chaque année, peut-être à Noël, le directeur du quotidien sulfureux reçoit un chèque de 6 708 692 €. C'était le chiffre de 2021. C'est le montant de l'aide à ce journal versé par le gouvernement Macron avec l'argent de nos impôts. Nous payons près de 7 millions d'euros par an pour un canard de propagande totalement en soins palliatifs. Et pendant ce temps, TVL se bat continuellement, c'est son modèle économique, pour trouver ses financements pour sa survie. Tel est le prix à payer pour la liberté. Alors, faites un don défiscalisé, ce qui permet d'offrir son impôt au projet de son choix. La liberté a un prix. Financez TVL, maintenant. Bonjour à tous. Cambriolage, fusillade, agression barbare, attentat, la France est-elle devenue un coupe-gorge? C'est ce que nous allons voir tout de suite pour ce Zoom avec Xavier Hofer. Bonjour Xavier Hofer. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes criminologue, on vous connaît bien sur TV Liberté. Vous êtes également directeur d'études au pôle sécurité-défense du CNAM, professeur aux États-Unis, en Chine. Vous avez publié de nombreux ouvrages, dont le dernier que je citerai, Jeffrey Epstein, l'âme damnée de la troisième culture. C'était aux éditions du CERF et c'est toujours disponible d'ailleurs, chers amis, sur le site de TV Liberté. Alors cette fois, Xavier Hofer, on va rester en France pour faire le tableau de la sécurité, ou devrais-je dire plutôt de l'insécurité. Vous le dites au fil de vos éditos publiés sur Atlantico, les chiffres de la criminalité explosent dans tous les domaines et les Français souffrent en silence. Oui, et surtout dans un domaine qui est très important et dont personne ne parle jamais. Et merci à vous, Élise, de faire en sorte qu'on en parle. Et grâce à votre talent et à cette belle émission qu'on en parle largement, hein, sur le pillage de la France au quotidien. On parle de Crépol, on parle de phénomènes où il y a eu mort d'homme et surtout la tragédie de la mort d'un jeune homme, d'un adolescent, etc. Mais on ne parle pas de tout le reste. Et tout le reste, ça affecte essentiellement la population française, surtout celle des villes moyennes, des petites villes, des oubliés, vous savez, de ceux qui sont en dehors des grandes métropoles et des grands centres, et ça les affecte dans les parties les plus fragiles et les plus impuissantes de la population. Les vieilles gens, les agriculteurs, les artisans, et donc tout ça est très grave parce que ça a une incidence redoutable sur l'aménagement du territoire. Quand l'épicerie de la petite ville a été braquée ou cambriolée 3 fois, elle ferme. Les gens sont obligés de prendre leur voiture et d'aller à 20 km. Pareil avec le pharmacien qui a été braqué, etc. Et donc, nous avons affaire, à l'heure actuelle, à une situation un peu désespérante pour des gens qui jusqu'à présent subissent, des agriculteurs dont on vole les agneaux, dont on pille les récoltes, des artisans dont on vole les camionnettes où ils ont leurs outils des fois perfectionnés, outils revendus après ça, comme on dit pudiquement, dans l'Europe de l'Est, hein, et des voitures qu'on leur vole et qui, elles, sont revendues en Afrique, etc. Donc c'est un pillage de la partie la plus fragile de la population française, celle qui n'a pas de lobby pour se défendre, voyez-vous. C'est comme ça que vous titrez d'ailleurs un de vos éditos début décembre, c'est un terme quand même un peu provoquant. Oui, mais par exemple, on sait très bien qui sont ceux qui débarquent un beau jour chez des très vieilles gens et qui leur disent « Alors vous avez une fuite d'eau dans la cave, on va réparer ça ». Les pauvres gens leur ouvrent la porte en toute confiance parce que les autres sont déguisés avec un uniforme de la générale des eaux, Dieu sait trop quoi. Et une fois qu'ils sont chez les gens, ils les pillent, ils volent leurs bijoux, ils regardent sous le matelas où il peut y avoir des billets, etc. Et ces gens-là, naturellement, on n'a pas idée à 100%
de qui ils sont, mais on a idée de 100% ou 99% de ceux qui sont arrêtés. Entre les gens qui commettent des actes illicites et ceux qu'on arrête, il y a naturellement une différence énorme. Hein. Mais ceux qu'on arrête sont en très grande partie des nomades. Voilà, on le sait. Et dans le temps, il y avait une compétence dans la gendarmerie pour traiter ces problèmes-là, de faire la différence entre l'énorme majorité des nomades qui sont des gens dont le mode de vie les regarde, mais qui sont pas pires que les autres, et les clans criminalisés qu'il fallait mettre hors d'état de nuire, justement parce qu'ils s'attaquent aux gens faibles, fragiles, et notamment aux personnes âgées. Vous voyez ? Donc, il y a cette situation-là, dont le gouvernement est à 100% responsable, car sa responsabilité, c'est d'assurer le maintien de l'ordre. Hein ? Je répète à chaque fois qu'on se voit presque la formule géniale de Raymond Aron. Qu'est-ce que c'est qu'un État-nation? Qu'est-ce que c'est que la France ou autre État-nation réel comme la Grande-Bretagne, l'Allemagne, etc. C'est respecter à l'extérieur, en paix à l'intérieur. À l'heure actuelle, la France n'est pas en paix à l'intérieur. Il y a ce pillage incroyable quotidien et où pour aller très vite, et j'attends avec beaucoup de sérénité les hurlements des sociétés de pensée anti-ceci, pro-cela, etc. C'est pour l'essentiel la population française d'origine qui est pillée et qui est pillée pour l'essentiel par des étrangers qui viennent là uniquement pour faire ces pillages, que ce soit de l'Europe de l'Est ou alors de l'autre rive de la Méditerranée, comme un peu dans le temps, vous savez, les pêcheurs à Terre-Neuve qui faisaient des campagnes pour pêcher la morue et qui revenaient après ça dans leur port. Alors ils partaient pour 2-3 mois, ils revenaient avec plein de morue salée, puis ils refaisaient ça 6 mois plus tard. Là, pareil, récemment, on a arrêté dans la région parisienne des gangs de Péruviens ou des Chiliens. C'est pas la porte à côté, qui venaient pour piquer des colliers à des vieilles dames ou cambrioler ou ceci ou cela. Donc la France, à l'heure actuelle, sert de paillasson à toutes sortes de malfaiteurs étrangers. On ne parle pas là de ceux qui sont des Français de fraîche date. On parle d'étrangers réels qui viennent de Géorgie, qui viennent du Chili. Vous savez quoi, Élise ? Il y a quelques mois, dans l'est de la France, on a arrêté des cambrioleurs qui venaient de Mongolie extérieure. Mais au secours, les gens viennent de Mongolie extérieure pour nous piller. Alors quand on les arrête, ils disent aux flics, on nous a dit que c'était bien là-bas, qu'on risquait rien, que c'était sympa et qu'on pouvait se faire de l'argent vite fait, bien fait. Plus naturellement les fraudes. C'est-à-dire que comme on donne généreusement quelques centaines d'euros à des gens, alors il y a des convois qui partent de Moldavie, les types arrivent en France, on les fait s'inscrire, c'est du trafic d'esclaves, ni plus ni moins. Alors une fois qu'ils ont touché l'argent, leurs proxénètes, c'est-à-dire les bandits qui les ont conduits sur place, leur repiquent les 3/4 de l'argent. Et donc, il y a des gens des malfaiteurs, des proxénètes, qui prostituent, au lieu de prostituer des femmes ou des mineurs, ils prostituent des gens misérables, des pays un peu marginaux comme la Moldavie, etc. Et après ça, ils leur reprennent le fric et puis ils gardent tout pour eux, avec la générosité des Français. Là, je viens d'entendre ce que vous me dites, Xavier Hofer. Évidemment, c'est pas quelque chose qu'on va entendre sur les grands plateaux télé des médias du système, j'allais dire. Mais pour autant, vous qui observez les chiffres, qui conversez régulièrement avec les acteurs qui s'occupent de la sécurité dans notre pays, ou de l'insécurité, justement, comment expliquez-vous que cette bien-pensance, finalement, ait pris aussi le pas sur l'action? Vous disiez tout à l'heure, auparavant, il y avait des gendarmeries qui étaient spécialisées dans certaines catégories de population, qui est plutôt les nomades, où il y avait une petite partie de ces gens qui allaient commettre peut-être des cambriolages, des attaques, etc. Des vols de poules, on disait. Ou les voleurs de poules, absolument. Aujourd'hui, on a le sentiment que finalement, on ne peut pas cibler une catégorie de la population, même si on la sait plus criminogène. Alors, d'abord, je vais vous donner 2-3 chiffres pour bien que les gens voient l'ampleur du problème. Depuis le début de l'année 2023, et ça n'allait déjà pas bien avant, le nombre de cambriolages chez des particuliers, mais surtout dans des hangars, dans des ateliers, dans des petites usines, dans des locaux agricoles, etc., explose. Il y a plusieurs départements dans lesquels on me signale, alors c'est monstrueux, des augmentations du nombre de cambriolages de 40%, plus 40% depuis le début de l'année 2023, c'est-à-dire sur une année pratiquement complète.
Premièrement. Deuxièmement, tout cela relève de l'impuissance de l'État. Ce ne sont pas des Machiavel. Ils ne veulent pas, selon telle ou telle volonté conspiratrice, cacher la réalité. Ils ne savent pas faire. Ils ne savent pas faire. Ils ne sont plus capables de maintenir l'ordre. Alors, c'est ce que j'allais dire. Ils ne savent pas faire ou ils ne savent plus faire? Non, non. Je pense que, compte tenu de l'équipe autour de M. Macron, ils n'ont jamais su faire. Parce que depuis le début, pardon de parler fort, mais à la fin, il faut le dire, depuis le début où M. Macron est arrivé, il s'en fout, comprenez? Alors, il fait « Oh là là, oui, tout ça est grave », et puis après ça... quand je dis qu'il s'en fout, la presse anglaise... Vous savez, le premier soir de l'émeute de Naël... le jeune qui a été tué à Nanterre. Oui, bien sûr, tout à fait à la fin juin, le premier soir de l'émeute, où la Seine-Saint-Denis, plus l'ensemble de la banlieue, était en train de mettre toute la banlieue à feu et à sang, Monsieur Macron et sa chère épouse, toute la presse anglaise le montrait à un concert d'Elton John. Vous voyez, il s'en fout, quoi, quand la banlieue brûle. Alors c'est Néron, vous savez, il joue de la harpe quand Rome est en train de brûler. Ben là, pendant que la Seine-Saint-Denis était en train de brûler, il y avait des photos de M. Macron en train de se déhancher au concert. Mais comment vous expliquez cette déconnexion? Est-ce que je vais poser une question très crûment, mais est-ce que c'est pas tout simplement parce que c'est la Seine-Saint-Denis qui brûle et c'est pas l'Élysée, donc dès lors ça le concerne pas? Si, parce que c'est quand même pas loin, et que tous ceux qui ont lu les superbes écrits militaires de Mao Tse-tung connaissent la formule « une étincelle peut mettre le feu à toute la plaine ». Voilà, donc on ne joue pas, en matière de maintien de l'ordre, on ne joue pas avec ces choses-là. Donc ils ne savent pas maintenir l'ordre, et ça se constate encore clairement, car on connaît tous le proverbe « quand le chat n'est pas là, les souris dansent ». Donc quand l'État sait tenir le pays en ordre, s'il sait mater le milieu criminel, les criminels évitent de faire des sottises, c'est-à-dire qu'ils se tiennent tranquilles, ils disent un beau jour ils seront plus là, on pourra se rattraper, mettre les bouchées doubles. Le nombre de règlements de compte entre malfaiteurs, c'est-à-dire quand ils s'entretuent pour le contrôle d'un point de drogue, pour un trafic quelconque, etc., depuis le 1er janvier 2023 jusqu'au 16 novembre, dernière statistique qu'on possède, plus 57%. Ce sont des chiffres qu'on n'a pas vu ça depuis la libération de la France. Pourtant, Gérald Darmanin avait dit que le trafic de drogue, c'était une de ses priorités. Mais oui, mais... Il envoie des escouades à Marseille. Il dit des carabistouilles, vous comprenez. Là, un autre service de l'État, qui est le ministère qui gère les douaniers, c'est-à-dire le ministère des comptes publics, des finances, etc., nous dit qu'il n'y a jamais tant eu de cocaïne en France et qu'elle n'a jamais été moins chère, que c'est une inondation, c'est le ministère, c'est le collègue de M. Darmanin qui dit ça. Un enfant de 4 ans comprend que si M. Darmanin pilonne intelligemment et qu'il y a moins de drogue dans les rues, celle-ci deviendra plus chère. Ça vaut pour les carambars comme pour la cocaïne. La rareté des choses fait leur prix. Et donc, quand M. Darmanin arrive, la cocaïne coûte en gros 80 € le gramme. C'est un organisme de l'État qui se charge de recueillir la drogue, etc., de faire des échantillonnages. Et depuis que M. Darmanin est au pouvoir et prétend, au ministère de l'Intérieur, et prétend pilonner les lieux où on vend la drogue, les supermarchés de la drogue, elle a baissé, et dans la banlieue de Lille, maintenant, elle est à 50 € le gramme. C'est-à-dire qu'en moyenne, dans toute la France, depuis que M. Darmanin est là, le prix de la cocaïne a baissé de 30%, moins 30%, alors que si jamais le pilonnage de M. Darmanin avait été efficace, elle devrait coûter 120 € le gramme au lieu de 80 €. Est-ce que le prix n'a pas baissé aussi parce qu'elle est de plus en plus coupée, et de plus en plus mal coupée aussi, puisqu'il y a de plus en plus d'accidents d'ailleurs? Du tout, elle est de plus en plus pure. Elle est de moins en moins chère et de plus en plus pure. Il y a des endroits dans le nord de l'Europe, c'est-à-dire les 2 grands ports d'approvisionnement, c'est Anvers et Rotterdam. Dans les environs de Rotterdam ou d'Anvers, on trouve de la cocaïne pure à 90% qui coûte 50 € le gramme. Pourquoi? Parce qu'ils s'en foutent, ils n'ont même plus besoin de la couper. Ils sont produits dans le cône nord de l'Amérique latine toujours plus. Cette année, ça va être 2000 tonnes. Hein? Et donc, il y a ce qui est saisi en route dans les bateaux, mais il en arrive de plus en plus en France, et on ne sait plus quoi faire. On ne sait plus quoi faire, c'est l'inondation.
Voilà. Alors vous savez aussi que les mauvaises langues disent finalement les politiques ne luttent pas trop contre la cocaïne parce que parmi eux, il y en a beaucoup qui sont plutôt aficionados du produit. C'est vrai, c'est le cas, je vous le confirme. Mais ça porte quand même sur une toute petite élite faisandée, corrompue, vous savez, les messieurs Cahuzac, les messieurs Duhamel, les messieurs Strauss-Kahn, etc., dans cette espèce d'environnement assez toxique. Mais c'est dans l'épaisseur du trait, c'est pas le trafic de masse. Ce qui compte, c'est que... non, mais ça peut infléchir leurs avis quand même. Il ne faudrait pas que ça se sache, vous savez, parce que là, ça peut être pire que tout. Tiens, il y a son dealer qui lui a dit d'y aller mollo et tout. Ça ferait pas beau au moment d'être élu, vous voyez ce que je veux dire, c'est pas terrible. Donc, non, c'est pas ça le problème. Le problème, c'est que, encore, alors, la presse du système, là, le Point vient de faire un grand dossier sur la drogue. Ils ont les chiffres d'il y a 3 ans. Ils travaillent pas, c'est ce que le ministère de l'Intérieur leur donne. Les pauvres, il y a plus 600 000 cocaïnomanes en France, il y en a 1 million. Depuis qu'il y en a 600 000, ben oui, surtout que c'est 65 en moyenne euros le gramme, entre les plus chers et les moins chers, c'est quand même grave. Et pendant ce temps-là, vous avez des lieux qui sont contrôlés par les individus en question. Ce matin encore, sur une radio, on nous parlait de la ville de Grenoble dans laquelle le bâtiment travaux publics, les BTP, ne peuvent plus faire de chantier parce qu'ils sont rackettés par des voyous qui leur disent « Tu embauches mon cousin sur ton chantier où il va cramer. Comment voulez-vous comment voulez-vous faire de l'artisanat quand on vous vole vos outils ou qu'on brûle votre camionnette? Comment voulez-vous être agriculteur quand on vient vous siphonner votre fioul dans le hangar de votre grange? Comment voulez-vous travailler depuis l'intérieur d'un coffre-fort? C'est naturellement impossible. Et c'est cette situation-là qui affecte que les petites gens, qui affecte des artisans, qui affecte des paysans, qui affecte des retraités. Voilà, on a l'impression que le gouvernement s'en fout et que la caste qui dirige les médias du système, qui est composée d'arrogants individus, qui ne devraient pas être si arrogants que ça, parce que généralement, c'est les laissés pour compte et les échecs de Sciences Po qui finissent là-bas. Donc, j'ai des exemples aussi. Donc, ces gens-là s'en foutent parce qu'ils vivent dans des propriétés un peu à l'abri de ces... préservées de ces vicissitudes. Et donc, voilà où on en est. Mais pour la population, surtout dans ce qu'on appelle, vous savez, vous partez du Luxembourg et vous allez jusqu'au Pays Basque. Il y a cette espèce d'énorme couloir qui traverse la France dans lequel il n'y a aucune grande métropole. C'est l'autre couloir qui est peuplé, c'est l'île Roubaix-Tourcoing, la région parisienne, Lyon, Marseille. Vous voyez, c'est ouest-est. Mais est-ouest, c'est ce qu'on appelle la diagonale du vide. Il n'y a que des villes moyennes dans lesquelles les boutiques ferment, pour les raisons que je vous ai dit, aussi parce que les gens s'en vont, et puis des gens du deuxième grand cercle autour des métropoles. Et ces gens-là sont abandonnés et laissés à eux-mêmes. Et jusqu'à présent, en tant qu'observateur qui lit ce qui passe sur le sujet, aucun parti ne s'intéresse vraiment à eux. Aucun. Alors, vous avez évoqué au début de cette émission la question des pillages, la question de l'insécurité, mais finalement, on voit aussi que la vie est de plus en plus difficile pour les Français. On a vu la fameuse question de l'inflation, de la baisse du pouvoir d'achat. Très fréquemment, on met en parallèle le fait que certaines personnes aient de plus en plus de mal à vivre et à subvenir à leurs besoins, et le fait qu'ils sont conduits à voler. Est-ce que c'est vérifié, ça? Non, vous savez, on observe à l'heure actuelle un phénomène, alors le terme est très dur, mais je n'en trouve pas d'autre, de clochardisation. Vous savez, les gens qui vont à la banque alimentaire, qui vont chez SOS ceci, chez... des banques alimentaires qui sont aussi attaquées d'ailleurs, cambriolées. Évidemment, bien entendu. Toujours par les mêmes, évidemment, parce que si on peut éviter de faire la queue, c'est aussi bien, quoi. On se sert dans la réserve, c'est mieux. Donc, vous avez ce phénomène-là, mais une grande partie de la population dont je vous parle souffre en silence, restreint ses achats. Ceux qui prennent la décision de se transformer en Robin des Bois et d'aller piller le magasin pour y voler la barquette de fraises que la petite demande à grands cris, c'est 1% de l'ensemble. Voilà. Ce sont des gens dignes, des gens qui sont délaissés et qui jusqu'à présent souffrent en silence. La dernière fois qu'on a égorgé des moutons et des agneaux
pour simplement être consommé sous forme de côtelettes dans un campement du coin. Hein. Voilà. La malheureuse éleveuse a dit « je suis écœurée ». Elle n'était pas furieuse, elle était triste et écœurée parce qu'on lui volait ses moyens de subsistance. J'ai fait un calcul à partir de ce qui se vole comme ovin. Alors, les écolos devraient dire quelque chose, parce que rien n'est plus écologique qu'un élevage de chèvres ou de moutons. Hein. Ça bouffe les mauvaises herbes, donc on n'est pas obligé de mettre des produits abrasifs dessus ou empoisonnés dessus, des pesticides ou des choses comme ça. Ça fait du lait qui est sain, voilà, il n'y a que des avantages. Puis, les bêtes en question produisent des crottins, donc ça alimente le sol, etc. Comme on dit, voilà, gagnant-gagnant, comme on dit dans le marketing. Hein. Eh bien, ces gens-là, ils sont pillés régulièrement. Et l'année dernière, j'ai fait le nombre total des élevages en France, nombre total projeté des ovins et des caprins, etc. On doit, chaque année en France, voler plus de 30 000 moutons et agneaux. Et chevreaux. Vous vous rendez compte? Pour des gens qui gagnent... Chaque fois qu'ils en vendent un, chaque fois qu'ils en vendent un, ils gagnent 50 €. Quoi. C'est des petites gens. Et voilà. Et ça, ils disent, on va voir le préfet, mais il n'y a pas grand monde pour nous répondre, etc. Alors on est obligé de payer des caméras. Mais une fois que vous avez mis des caméras, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez vous colter avec les voleurs. Si jamais vous en blessez un, il va porter plainte et vous allez être enquiquiné. Les gendarmes vont venir vous enquiquiner. Et donc, voilà, la situation n'est pas drôle à l'heure actuelle. Alors justement, c'est ça. Quelle est la réponse de l'État face à cela? Parce que finalement, vous disiez, ces pauvres gens qui n'ont pas de lobby pour les protéger. Est-ce que, quand même, l'État arrive encore à faire son travail? Quand je dis l'État, c'est au moins la police, le premier stade. Ils n'ont ni les moyens, ni le nombre pour le faire. Ça, c'est un maillage sur l'ensemble du territoire qu'il faut pour faire ça, pour maintenir l'ordre dans le pays. Alors, on en a mis dans la France des grandes métropoles pour éviter les émeutes, les choses qui se voient, etc. Mais vous avez vu quelle est la réaction, on vient de la voir. Hein. Dès qu'il y a ce gamin qui est tué à Crépol, le gouvernement entier, Dupont-Maserati et M. Darmanin et Madame... La triste Madame Borne et puis le président sont debout sur le frein de manière hystérique pour empêcher qu'on apprenne le nom de ceux qui ont monté le commando en question. C'est la seule chose qui les intéresse. La seule chose qui les intéresse, c'est de balayer la poussière sous le tapis et que ça veuille bien durer sans qu'il y ait d'explosion jusqu'à la fin du mandat de l'intéressé président, donc du leur. C'est la seule chose qui les intéresse. Et pour le reste, alors, monsieur Darmanin, dans son entreprise de showbiz, a créé une espèce d'une troupe théâtrale de CRS qu'on balade en fonction des exactions, des vols. Alors le petit machin est tué à Pissevin, à Nîmes, alors on envoie ces CRS-là, après ça on les envoie, ils tournent autour du territoire. C'est une entreprise, comment dire, nomade, elle aussi, de maintien de l'ordre, mais qui voilà, c'est pas en restant 3 jours sur place. Quand la jeune fille a été tuée dans sa chambre parce qu'elle avait pris une balle de Kalachnikov dans la tête. Les Kalachnikov sont des armes de guerre. Donc les balles sont grosses comme ça et vous savez, les camions de transport de fonds qui transportent, les balles de Kalachnikov traversent, quoi. Ce sont des armes de guerre. C'est fait pour taper des blindés ou des choses comme ça. Ouais. Alors, ça a traversé le béton fort fragile de la chambre de cette jeune femme, et ça l'a tuée. Naturellement, la préfète de police de Marseille qui s'est illustrée un jour en disant des caïds narcos, ces gens-là n'ont aucune considération pour la vie humaine. Alors, réponse non. Oui, on lui confirme. Mais donc, elle est revenue sur place et elle a dit à la maman d'une mère dont la gamine était morte par terre en sang, etc. Elle a dit, j'envoie la police. Ils resteront le temps qu'il faudra. Et là, la mère est interviewée le soir même. Il a dit, il est 7 heures du soir, où ils étaient déjà barrés. Alors vous voyez à quel point le maintien de l'ordre, même dans un cas gravissime comme d'authentiques bandits, personne d'autre que d'authentiques bandits en France n'a de Kalachnikov pour jouer avec, vous comprenez, qui tuent par inadvertance, non par inadvertance, pour intimider, c'est-à-dire on tire des rafales dans les façades pour foutre la trouille à tout le monde. Alors à partir de ce moment-là, il tue la jeune femme et la préfète arrive en disant « Votre sécurité est assurée », je ne sais pas, de 11h du matin, quelque chose, ils resteront tant qu'il faudra. Le soir à 7h, ils sont déjà plus là. Vous vous rendez compte de la honte? La sécurité des gens est plus assurée.
la jeune femme en question était naturellement issue de l'immigration. Bien Je ne parle pas dans les quartiers en question. L'aléatoire, c'est-à-dire la balle perdue, etc., a naturellement beaucoup plus de chances de toucher quelqu'un issu de l'immigration ou un étranger ou quoi que ce soit que de toucher un berrichon. Ça va de soi. Hein. On a le sentiment toutefois que c'est le pas de vague, quelque part, dans la question de l'insécurité. Mais est-ce que finalement, à force de ne pas vouloir faire de vagues, on ne va pas vers un tsunami de révolte ? Pour l'instant, en tant qu'analyste, hein, je parle à des gens, je bouge, etc., ça ne me paraît pas immédiat parce que les gens ont un espoir électoral. Ils pensent que, allez, encore 2 ans à tenir, avec le freluquet qui nous sert de président et puis son indifférence totale pour tout ce qui touche aux régaliens. Comprenez, c'est un banquier, cet homme. Ce qui l'intéresse, c'est la City de Londres, Wall Street et la fluidité totale. Alors les gens... Les criminologues au premier rang qui disent là faudrait un peu de sécurité, ça les enquiquine les banquiers parce que ça nuit à la fluidité générale et dont celle des êtres humains. Le crime aussi, hein, ça nuit souvent à la fluidité générale. C'est vrai, mais c'est un effet de leur politique. Donc ils voient ça avec une certaine sympathie. Le courant libertarien a produit des livres pour expliquer pourquoi finalement ce que faisaient les proxénètes et les marchands de drogue, c'était pas si mal que ça et qu'à leur place, eux, les économistes, ils auraient fait pareil. Hein. Il y a des livres qui ont été publiés là-dessus, je les ai et je les ai annotés, voyez-vous. Donc c'est ça le problème que d'une part ils s'en fichent. Et puis deuxièmement, tout ce qui touche aux régaliens, pour ces gens-là, c'est Cro-Magnon, quoi. C'est la caverne des origines, la massue, etc. Des gens brutaux qui arrêtent, qui répriment, et donc poids. Hein. Et donc cette pourtant, dans d'autres circonstances, ça leur pose pas de problème à nos dirigeants politiques d'envoyer des forces jaunes, par exemple. Oui, bien entendu, parce que c'est ceux qui représentent justement l'absence... La France qui pue des pieds, comme avait dit Édouard Philippe. C'est des gens qui s'opposent à la fluidité. Il faudrait tellement que toute la planète puisse se rendre en France. Alors, il y a encore des réactionnaires, des rétrogrades qui s'opposent à ça. Et naturellement, ça fâche très fort les libéraux libertariens qui sont au pouvoir. C'est ça, à l'heure actuelle. Ils ne voient pas où est le problème. Il y a fort longtemps de ça, avec un député du Parti républicain, nous avons été voir un très haut dignitaire de la Ve République pour lui expliquer qu'à Grenoble, on venait de trouver qu'il y avait une cellule de la mafia sicilienne, ce qui est rarissime en France, c'était la seule. Pourquoi ? Parce qu'au XIXe siècle, il y a eu une grosse immigration sicilienne dans la région de Grenoble, et donc c'était là. Quand on est sorti de la réunion, j'ai regardé ce député, qui était un garçon sincère, hein, et qui m'a dit, quand on lui parlait, j'ai l'impression qu'il avait vu 2 cancrelats sortir de sous la porte et venir ramper dans son bureau jusqu'à ses pieds. Il était horrifié. On ne parle pas de ça dans son monde. Ça n'existe pas. Ou alors, c'est au cinéma, le parrain, vous voyez, mais dans la vraie vie, qu'il puisse y avoir ça. Mais c'était totalement inconvenant. C'est-à-dire, c'est pas ah zut, alors ça c'est préoccupant, alors que faire? C'était mais pourquoi viennent-ils me parler de ça? C'est au-dessous de ma dignité, ça affecte la valtaille. Voilà. Et pour aller dans votre sens, d'ailleurs, on note que l'Observatoire de la délinquance et de la réponse pénale a été supprimé. Évidemment, comme ça, on casse le thermomètre. C'est celui, et non seulement ça, mais toute l'entreprise à l'heure actuelle du prédécesseur de monsieur, des 2 ou 3 prédécesseurs de monsieur Darmanin, visait à interrompre les séries criminelles, c'est-à-dire en changeant le nom des phénomènes. Alors, on change le nom des phénomènes, donc on peut plus faire de séries sur 10, 20 ou 30 ans, puisque ça n'a plus le même nom. Alors, colossale finesse, hein, on est obligé de casser ça en petits bouts, et on ne se rend pas compte de l'aggravation. Mais là, au moins sur quelques années, dans le sud-ouest de la France, augmentation des cambriolages, plus 40%. Et bien entendu, cette augmentation, elle est en partie fictive parce que le ministère de l'Intérieur ne nous donne que les chiffres des cambriolages des domiciles privés. Alors, ça, c'est magique aussi. Oui, alors vous comprenez très bien l'astuce. Aujourd'hui, les gens sont beaucoup plus chez eux qu'avant, il y a plus de télétravail, etc. Donc, il y a moins de cambriolage à domicile. C'est quand même moins fastoche que quand les gens sont partis au boulot. Et en revanche, ce qui explose, c'est les cambriolages de locaux industriels, commerciaux, de mairies, de boulangeries, de n'importe quoi. Et là, on n'a pas les chiffres.
2022, deuxième semestre, les derniers chiffres qu'on ait sur Paris, augmentation des cambriolages de logements 2% et augmentation des cambriolages de locaux, etc., plus 28%. Alors, je l'ai su parce que j'ai des amis qui... Mais le public ne le sait pas, quoi. Hein, voilà. Donc, une tricherie constante, systématique, et qui aboutit à la tricherie suprême, dont l'équivalent ne se trouve pas même, je crois, en Albanie ou alors en Moldavie. Le ministre de l'Intérieur note lui-même son travail, c'est-à-dire que les statistiques sur la criminalité en France sont publiées par le ministère lui-même qui est chargé de les combattre. Et donc, naturellement, il trouve son boulot vachement bien parce qu'il truande les chiffres. Moi, vous savez... père de famille, hein, ma fille, elle était petite, elle faisait des dessins. Alors elle venait, elle me disait, papa, j'ai fait un dessin. Je lui disais, et comment tu le trouves ton dessin, ma chérie? Elle disait, ah ben il est très beau mon dessin, papa. L'être humain a l'habitude de trouver bien ce qu'il fait. Hein. Donc M. Darmanin trouve excellent le travail qu'il fait. Ça ne devrait pas être lui qui se note lui-même. Même les gauchistes de Sciences Po n'ont pas encore inventé l'idée du mec qui passe un examen et qui note sa propre copie, voyez-vous. Eh ben voilà, monsieur. Ça ne serait tardé peut-être. Voilà, les anarchistes de Sciences Po en rêvaient, M. Darmanin l'a fait. Tout ça est une honte. Mais naturellement, ça ne se termine jamais bien. L'Union soviétique, à force de truander les chiffres, vous voyez ce que je veux dire. Et d'autres. Mais à la fin, les gens prennent conscience qu'on leur a menti, et beaucoup menti, et trop menti. Et donc ça les enrage. Merci beaucoup Xavier Roffer pour ce triste tableau du pays. Merci à tous de nous avoir suivis. Si vous ne l'avez pas déjà fait, n'oubliez pas de commenter juste en bas de cette vidéo. Et puis bien sûr, partagez cette émission. À bientôt et portez-vous bien.